Running Flow. Running Flow. Oh, Running Flow, le podcast. Nous sommes le 21 juin 2026, dimanche, c'est la fête des pères, c'est également la fête de la musique et le premier jour de l'été, il fait 53 degrés à l'ombre, tout va bien et surtout c'est le deuxième épisode de Running Flow, le podcast. Running Flow, le podcast. Et nous voici dans ce deuxième épisode et quel est le programme ? Je vais te le dire, calme-toi. La course, aujourd'hui je vais vous parler du marathon de Genève. C'est un marathon que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de le faire 3 fois et vraiment c'est un de mes préférés. Au niveau de mon actu, je vais vous parler d'un truc super important et super intéressant, le syndrome des pieds plats. Et je sais que je ne suis pas le seul à les avoir. C'est un truc, vous verrez que c'est assez intéressant parce qu'il y a un vrai rapport avec la course à pied et avec la santé en général. Le sujet du jour, ça sera comment gérer une blessure et on fera justement une petite aparté avec le protocole de reprise de la course à pied de la clinique du coureur. Et enfin, l'anecdote, ça sera le marathon pour tous. J'ai pas choisi de vous parler de musique pour cet épisode, tout simplement parce que j'étais pas vraiment satisfait de ce que j'avais fait sur le premier épisode avec C2C. C'était pas... Selon moi, j'étais pas très intéressant, donc je vais réfléchir à peut-être une autre approche ou ne plus refaire cette rubrique. Voilà, parce que quitte à parler de la musique, autant le faire un peu plus en détail, et là c'était un peu trop survolé à mon goût. Running Flow, le podcast. Nous sommes en 2016, et à l'époque, en 2016, je n'ai fait qu'un seul marathon, celui de Paris 2015, et je cherche un marathon un peu sympa, qui soit... joli, plutôt dépaysant. Et dans un magazine de course à pied auquel je suis abonné, il y a un article sur les plus beaux marathons du monde. Alors moi, je suis pas très aventurier, j'aime pas prendre l'avion, donc les marathons qui sont à l'autre bout du monde, c'est pas forcément mon délire. Par contre, je découvre qu'il y a le marathon de Genève. Et Genève, c'est facile d'accès en TGV. Ça me vend du rêve parce que les images sont magnifiques. Apparemment, on commence en pleine campagne, au milieu des Alpes. On voit les Alpes au loin, on voit le Mont Blanc. L'arrivée se fait directement dans la ville avec le lac Léman. Je me dis, allez, go, on y va. Et pour la petite histoire, le marathon de Genève, c'est en mai. Et en avril, je fais aussi le marathon de Paris 2016. Pourquoi je le fais ? Parce que j'ai gagné ma place. Je crois qu'à l'époque, il y avait un concours à faire sur Twitter. Et j'avais gagné facilement le concours. Il fallait faire un max de retweets, je sais plus quoi. C'était assez facile. Du coup, j'ai quand même fait le marathon de Paris, même si c'était pas mon objectif premier. J'avais fait 4 heures et des brouettes à cette époque. Et finalement, ça m'a pas été préjudiciable puisque ça m'a permis de faire ma sortie longue. Donc, marathon de Paris 2016 et un mois plus tard, début mai, marathon de Genève. Le marathon de Genève, il est vraiment magnifique. Déjà, j'aime beaucoup cette ville, Genève, je la trouve très sympa. Et du coup, il y a un bus qui nous emmène dans la banlieue de Genève. Alors, j'ai ouvert une page pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'on part dans une petite commune de campagne. Bon, j'ai pas le parcours sur moi, mais on part dans des petites villes de campagne et c'est vraiment, vraiment super sympa. On est au milieu des champs. Au milieu des champs, on voit les montagnes au loin et rien que ça déjà, c'est magnifique. Et c'est plutôt plat en plus, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Donc je commence ma course et le marathon de Genève, c'est aussi la première fois que je cours avec un meneur d'allure. Le but, c'est comme j'ai fait 4 heures et des brouettes à Paris, je me dis, on va essayer de faire sub 4 heures. Donc, c'est Chêne-Bougerie, voilà le nom de la ville d'où on part. Donc, je me dis, on va essayer de faire le meilleur temps possible sur ce marathon. Je suis un petit peu entraîné. Et donc, on commence, les 3 quarts de la course se passent dans la campagne de Genève. Donc, on est à la frontière de la France. Il y a Annemasse d'un côté et puis nous, on reste en Suisse. C'est super joli, il y a une très belle ambiance.
Le seul défaut, c'est que ça part un petit peu tard. On part à 9h15, 9h30. Donc à cette période de l'année, il commence à faire un peu chaud. Donc quand on court un peu lentement, on arrive à Genève entre 12h30 et 14h. Donc si jamais il fait chaud, ça peut être problématique. C'est plutôt plat, je prends un plaisir monstre et donc surtout, je cours avec le meneur d'allure. Et finalement, je vais rester avec lui pendant toute la course. Alors, ça vaut ce que ça vaut, les meneurs d'allure. Je pense que ça dépend vraiment des meneurs en question. Moi, je suis tombé vraiment sur un type à la fois sympa et cool. Il n'y avait pas trop de monde autour de lui, donc ça jouait pas trop des coudes. Il y avait une bonne ambiance au sein du groupe et il nous parlait beaucoup, il nous donnait beaucoup de conseils. Lui, sa méthode, c'était d'aller un tout petit peu plus vite que l'allure cible. Et par contre, à chaque ravitaillement, il prenait une bonne minute pour s'arrêter. Peut-être pas une minute, mais entre 30 secondes et une minute. Et franchement, c'était super parce qu'on avait le temps de s'hydrater, puis on repartait. Et mine de rien, on a tenu. Et ensuite, dès qu'on quitte la campagne, on arrive dans une sorte de route un peu départementale qui descend. Donc c'est une belle grosse descente. On passe dans un tunnel et à la sortie de ce tunnel, waouh, on arrive au lac Léman. On voit le grand geyser de Genève et on arrive petit à petit sur Genève. Alors ça descend, mais c'est pas non plus la partie la plus facile pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la fin du marathon, donc on a déjà entamé le 30e kilomètre. Il y a possiblement le fameux mur du marathon qu'on peut se prendre à ce moment-là. On arrive en ville, donc il peut se mettre à faire un peu plus chaud aussi, même s'il y a la présence du lac. Il y a un peu plus de chaleur qu'en pleine campagne. Il y a aussi ce côté où l'arrivée, ils ont rajouté quelques kilomètres de façon artificielle, donc on fait des tours dans la ville, on voit la ligne d'arrivée, mais on l'évite et on passe bien 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi à serpenter dans la ville, et ça, c'est pas très agréable. Mais bon, franchement, l'arrivée, elle est super sympa. Et du coup, voilà, je continue avec le meneur d'allure, je reste avec lui jusqu'au bout, et puis à la fin, il commence à faire des allers-retours, à aller chercher tous les gens du groupe et leur dire allez, on est sous les 4 heures, accélérez. Et au final, Paris réussit, puisque je fais un truc comme quoi, attends, j'ai le résultat de Strava sous les yeux, 3h53. Donc très content de mon premier sub 4 heures. Et du coup, je me dis, ce marathon-là, j'en garde de très bons souvenirs. Donc voilà. Et pour la petite histoire, ce qui est très rigolo, c'est que à l'époque, sur le village pour récupérer les dossards, j'étais avec à l'époque la mère de mes enfants, et elle fait un jeu. C'est un jeu fait par Accor Hotel, je crois. Et donc moi j'avais fait un jeu, il fallait tourner une roue. Donc je tourne une roue, je gagne une barre vitaminée, super. Elle fait le truc dans son coin, moi je récupère mon dossard, et puis elle me dit Flo, tu peux venir 30 secondes? Et elle vient me voir, elle avait une enveloppe. Et en fait, en jouant à ce jeu, elle a fait la même roue que moi, sauf qu'elle n'a pas gagné une barre céréale, elle a gagné une nuit dans un hôtel. 1 ou 2 nuits même, dans un hôtel plutôt pas luxueux, mais 4 ou 5 étoiles. Donc, écoute, une nuit dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, autant choisir un hôtel à Genève. Et c'est comme ça que, on se redonne rendez-vous 2 ans plus tard pour le marathon de Genève 2018 avec une place d'hôtel offerte. Ça, c'est super. Et c'est mon 5e marathon déjà. Et là, je me dis, bon, j'ai bien progressé quand même en quelques années. On va essayer de s'approcher un peu des 3h30. Même ambiance, super sensation. Alors comme d'habitude, je craque un petit peu vers la fin, et encore pas tant que ça. On va dire que c'est sur les 3-4 derniers kilomètres que ça explose un petit peu, et encore quand là je regarde les allures, non, pas vraiment. Ouais, allez, les 2 derniers kilomètres, je m'écrase un peu, mais vraiment, sinon ça s'est bien passé. De très bonnes sensations. Et puis du coup, je me souviens à l'époque, ma montre, c'était une TomTom. Elle n'avait pas une batterie de fou, et elle avait lâché juste avant la fin de la ligne d'arrivée. Et au final, j'avais fait 3h36. Donc je me dis, et on se rapproche petit à petit du chrono que je voulais faire, à savoir moins de 3h30.
Donc ça, c'était ma deuxième expérience avec le marathon de Genève. Et les années passent et nous revoilà à Genève 4 ans plus tard, en 2022. Et donc, 2022, j'y vais avec le club. Il y avait tous les ans avec mon club d'athlètes, il y a une sortie pour aller faire un marathon. Donc généralement, on choisit un endroit où il puisse y avoir d'autres courses qu'un marathon pour tous les gens du club. Donc un semi, un 10 km, un 5 km, une marche. Et à Genève, l'organisation prévoit plein de courses différentes, donc c'était parfait. Donc moi, j'avais un peu vendu au coach le marathon, je lui avais dit qu'il était super et tout. Il a été super, sauf que cette année, il faisait vraiment très chaud. Et le fait que le marathon démarre à 9h15, 9h30, ça fait que tu arrives à midi et demi, 1h, 2h, 2h30 pour ceux qui font un peu plus long. C'est dur. Et là, vraiment, il a fait très très chaud. Donc, tout le monde n'a pas eu un super souvenir de ce marathon. Moi, j'en ai gardé un bon souvenir. Je pense que nos entraînements respectifs étaient un petit peu trop... l'entraînement du coach était un petit peu trop dur. Parce que sur tous les athlètes du club, il n'y en a que 2 qui ont réussi à faire leur perf. Christian et moi. Et qu'est-ce qu'on a eu de commun, Christian et moi ? C'est qu'on a eu le Covid, tous les deux. Et ce qui fait que pendant notre prépa, on a eu le Covid et ça nous a fait une coupure. Et ça nous a permis un peu de respirer. Et je pense qu'honnêtement, la prépa était un peu trop lourde. Et du coup, quel était mon objectif ? C'était de me rapprocher des 3h30. Et j'ai fait 3h30 et des broutilles. Donc j'ai pas réussi à passer en dessous des 3h30. Mais franchement, on va pas chipoter, j'étais très content de moi. Alors là, pareil, plutôt stable dans les allures. Et j'ai commencé à m'écrouler, à ralentir un peu au 38e kilomètre. Et après, j'ai eu un petit sursaut au 39e, 40e. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, vraiment, un marathon très sympa. Il y a encore moyen d'avoir des places pour ce marathon. C'est pas encore un marathon trop victime de son succès. Et puis surtout, le cadre est très beau. Genève, c'est une très belle ville. Et il y a plusieurs courses différentes. Voilà les amis, voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur le marathon de Genève. Est-ce que je le referai ? Peut-être, pourquoi pas. C'est pas le plus facile non plus, à cause de son arrivée sur Genève et les petites relances vers la fin. Mais clairement, il y a moyen de faire une belle perf. Running Flow, le podcast. Bon, mon actu, elle va être assez rapide parce que je suis toujours blessé. Donc, qu'est-ce que je fais comme je suis blessé ? Je fais mon petit protocole de reprise de la course à pied. Mais également, je vais chez le kiné. Et j'ai trouvé un super kiné qui est basé au CSP, Centre Sportif et Physique, peut-être, du 95 à Pontoise. Et mon kiné, c'est vraiment une crème. Il est vraiment super fort. Et il me fait bosser des choses un peu compliquées. Un peu compliquées, non pas que j'ai du mal, parce que je pense que physiquement je suis assez dur à la douleur et j'ai l'habitude de m'entraîner. C'est surtout que je bosse des choses pour lesquelles mon corps n'est pas habitué. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus dur. Et notamment, il se trouve que, comme beaucoup de personnes, j'ai les pieds plats. Mais j'ai les pieds plats, vraiment plats. Ça implique quoi ? Ça implique une certaine façon de courir. Ça implique éventuellement des soucis de genoux, des soucis de dos. Mais c'est pas forcément, c'est pas forcément une tare ou un handicap d'avoir les pieds plats. Et ça, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un podologue qui m'avait dit, pour la petite histoire, j'aime bien me faire une petite pédicure avant un marathon. Hein, on coupe les orteils, on coupe les ongles. Et le mec me dit, vous savez, vous avez des très beaux pieds plats. Je fais, ouais, je sais. Et il me dit, non, mais c'est pas un reproche, c'est pas une critique. Et en fait, il m'explique que le côté dire que des pieds plats c'est pas beau, c'est moche, il y a un côté un peu raciste là-dedans, parce qu'en fait, on a pris pour modèle le pied grec, le pied européen, et de façon générale, il m'expliquait que les pieds africains sont un peu plus plats. Et donc, par extension, le pied plat, il était moche parce que c'était pas un pied qu'on connaissait, c'était un pied africain. Donc, c'était une analyse un peu raciste de la situation qui disait que, regardez, le pied des Africains, il est plat, donc il est moche. Or, un pied plat ne veut pas forcément dire
des problèmes pour courir. C'est est-ce que ce pied plat implique d'autres pathologies comme des problèmes de genoux, des problèmes de mobilité, etc. En ce qui me concerne, oui, on est dans un truc où, là on a fait des tests, notamment avec le kiné, on a fait des tests de flexion. Alors une flexion toute simple, un peu comme un squat, il m'a dit de faire comme si je m'asseyais sur une petite boîte, sauf qu'il fallait que j'arrive à m'asseoir les genoux devant, avec flexion, genoux un peu devant les pieds, et fesses en arrière, comme si j'allais m'asseoir, et dos droit. Je ne sais pas si tu vois un peu la position. Moi, quand je fais un squat, j'ai les genoux un peu en arrière, j'ai pas vraiment les fesses en arrière, parce que sinon je tombe, parce que mes pieds s'affaissent un peu vers l'intérieur, du coup j'arrive pas à me stabiliser. Et du coup, j'ai fait cet exercice en essayant de m'asseoir au maximum, j'arrive à peine à descendre de quelques centimètres. Tout simplement parce que je n'arrive pas à ancrer mon gros orteil dans le sol. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez les gens qui ont les pieds plats, c'est un manque de mobilité et de tonus musculaire dans la voûte plantaire qui s'affaisse sur l'intérieur. Et donc, mine de rien, c'est un truc que je suis en train d'apprendre à faire. Et ce même kiné m'a fait courir sur tapis et m'a dit maintenant que tu cours, essaye de faire le moins de bruit possible sur le tapis. Parce que moi j'ai une foulée ultra aérienne et je l'ai déjà vu sur des photos de course, tout le monde est ras du sol et il y en a un seul qui bondit comme un kangourou, c'est Running Flow. Et donc il m'a dit essaye de courir plus doucement. Et ça faisait un petit moment que j'essayais de travailler justement ma foulée pour qu'elle soit un peu plus efficace et que j'ai un nombre de pas par minute un peu plus élevé. Je stagnais entre 150 et 160 et normalement le nombre de pas par minute il faut plutôt s'approcher de 180. Et là en bossant bien, là, je m'approche des 175, 180. Et donc en essayant de courir en faisant moins de bruit, qu'est-ce qui se passe ? On essaye d'amortir et en amortissant, on court un tout petit peu plus sur le côté des pieds, donc avec un ancrage un peu plus sur le gros orteil. Et je vous encourage à faire ça, parce que essayer d'avoir une foulée un peu ninja, avec peu d'impact sur le sol, c'est super intéressant. Alors ça brûle un peu les tibias et les cuisses, parce qu'il y a un vrai changement de paradigme, parce qu'on utilise un peu d'autres muscles pour courir. J'essaye aussi d'être un peu plus droit au niveau du dos, légèrement penché. J'applique un peu tous les conseils que j'ai pu entendre au fur et à mesure de mes années de pratique. Et mine de rien, je commence un petit peu à progresser. Alors pour l'instant, j'arrive pas vraiment à me baisser beaucoup parce qu'on est encore au début de mes exercices de kiné. Mais je sens que la fréquence de pas par minute augmente. Sur tapis, je m'entraîne vraiment à courir en faisant le moins de bruit possible. Et puis, je fais plein d'exercices pour récupérer un peu de tonus musculaire au niveau des pieds. J'aurai toujours des pieds plats et dégueulasses. Je trouve qu'ils sont vraiment dégueulasses. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'espoir. Et aussi, Coco, il a une bursite et une tendinite. C'est un peu dû à ça aussi. Donc, plus je travaillerai cette mobilité et cette tonicité du pied, moins je solliciterai le talon d'Achille et moins j'aurai mal. Donc comme quoi, tout est lié. Voilà, donc si toi aussi tu as le pied plat, si toi aussi tu te dis « Ah merde, j'ai un handicap quand je cours », déjà, pas forcément, et ensuite, ça peut se travailler. Donc je n'ai qu'une chose à te dire, bon courage. Oh, Running Flow, le podcast. Et le sujet du jour, les amis, c'est justement la blessure. Je pense que dans notre vie de coureur ou même de sportif, c'est quand même assez rare qu'on passe à travers les blessures. Alors, si vous n'avez jamais eu de blessure, mais tant mieux pour vous, mais on a tous eu des petites douleurs, des moments où on s'est dit « Ah, j'aurais peut-être dû pas courir » et puis la petite douleur devient une douleur un peu franche et puis un jour on se met à boiter ou un jour on commence à plus pouvoir courir. Et là, c'est nettement moins rigolo. Des blessures, j'en ai eu pas mal. J'en ai pas eu énormément parce que je suis pas quelqu'un non plus qui se blesse très souvent. J'ai eu des petites douleurs de hanche à une époque. Je me souviens que pour le marathon de Deauville, j'avais une douleur de hanche assez handicapante. Et je sais qu'à l'époque, je mettais un peu de glace. Et pendant le marathon, elle s'est réveillée.
Et juste à ce moment-là, il s'était mis à pleuvoir, une pluie assez glaçante. Et du coup, ça m'avait fait vachement du bien. Je me suis dit, putain, une sorte de Deus Ex Machina, là, tout d'un coup, hop, la fraîcheur revient sur ma hanche. Ça m'avait fait du bien. En belle blessure, j'ai aussi eu le fameux syndrome de l'essuie-glace, l'espèce de grosse douleur au genou. Ça, ostéo plus une semaine de repos et changement de semelle orthopédique, ça avait bien réussi à passer. Et puis, il y a 2 ans, grosse entorse en courant avec mon fils. Alors là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ma cheville, elle a fait... Voilà, donc ça n'a pas été marrant. Grosse entorse, et depuis, j'ai un petit peu une grosse faiblesse sur cette cheville. Alors, l'année dernière, c'était une fasciite plantaire, c'était une douleur sous la voûte plantaire, qui est passée avec de la rééducation. Et cette année, c'est une tendinite au talon d'Achille avec une bursite. Alors, oui, ok, t'as ça, mais que faire ? Déjà, il faut pas jouer au con, parce que ça, je l'ai depuis octobre, les amis. Alors, il y a eu du stress, il y a eu beaucoup de soucis perso qui ont fait que le stress, ça n'aide pas, pour les tendinites notamment. Le stress, ça peut générer plus de cortisol, et le cortisol, c'est pas l'ami pour la régénération des tendons. Et puis, quand on est stressé, on a tous les muscles tendus. De fait, ça tire encore plus sur les tendons. Ça, c'est mon kiné qui me l'a confirmé. Et puis surtout, j'ai eu cette tendinite à cause d'un surentraînement, parce que j'allais pas bien dans ma tête, donc j'allais courir pour me changer les idées, mais sauf que tu fais un fractionné un jour, tu fais un fractionné le lendemain, tu refais un fractionné... Enfin, c'était n'importe quoi, j'enchaînais les kilomètres, je faisais n'importe quoi, et puis un jour, j'ai eu un peu mal. J'ai couru avec des gars qui avaient un très bon niveau, j'étais content d'être avec eux, parce que je me disais, c'est bien, j'ai progressé. J'ai eu franchement mal, et je me suis dit, non, je vais pas m'arrêter maintenant, je vais avoir l'air d'un con, et là, c'était la pire chose à faire. Les gens, ils s'en fichent, franchement, que tu t'arrêtes, que tu cours avec eux ou pas, même si t'as l'impression qu'ils te jugent, ta santé passe avant tout. Et moi, là, l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir voulu faire le beau gosse, d'avoir voulu continuer. Et quelques jours plus tard, je me réveille et je boite. Mais je boite violemment, c'est-à-dire que j'arrivais à peine à marcher. Donc là, je me dis, wow, pas drôle. Je préparais le marathon de la Baule, que j'ai dû annuler. Et le gros problème, c'est que j'ai pas été sérieux dans la reprise. C'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre petit à petit. Et dès que ça allait mieux, j'étais affolé parce que mon cardio, j'avais perdu un peu au niveau du cardio. Donc je voulais vite reprendre de la VMA. Du coup, j'allais trop vite, je me reblessais. Et au bout d'un moment, blessure sur blessure, ça devient un peu chronique. Et du coup, j'ai voulu gagner du temps en reprenant rapidement la course à pied. Au final, j'ai perdu encore plus de temps puisque j'avais mal pratiquement tout le temps. J'ai dû annuler... alors, la seule course que j'ai vraiment faite, c'était le Choco Trail en décembre. Ça allait un peu mieux, mais le Choco Trail, ça m'a flingué la cheville. Pendant 3 jours, j'ai boité comme un fou. Et en janvier, février, j'avais un 10 km que j'ai annulé. L'Eco Trail en mars, je l'ai annulé. Et l'Ultra Trail en Alsace, je l'ai annulé. Alors, ça fait suer, puis ça fait mal au porte-monnaie aussi d'annuler des courses à plus de 200 balles l'inscription. Sauf que là, en avril, je me suis dit, mon petit Flo, arrête les bêtises et va voir un kiné. Trouver un bon kiné, c'est pas facile, et je remercie d'ailleurs Rekia qui m'a bien conseillé. Donc j'ai été voir notamment ce kiné dont je vous parlais tout à l'heure, qui est basé à la CSP 95 à Pontoise. Et en plus de ces exercices spécifiques, on commence par remettre de la charge sur le tendon, en sachant qu'en fait le tendon, on ne peut pas vraiment le réparer lui-même. Ce qu'on peut faire, c'est consolider les fibres non abîmées du tendon pour qu'elles prennent le relais. Et donc au départ, il faut les remuscler autour. Et ensuite, une fois qu'on a mis de la charge, on met de plus en plus de charge, on fait aussi un peu de proprioception et on commence à intégrer un peu de dynamisme, des sauts, ce qu'on appelle de la pliométrie. Et là, moi, je suis au début de ça. Je commence à faire des sauts, mais c'est encore un petit peu douloureux, donc on y va vraiment doucement. Une fois que j'aurai validé ça, je pourrai remettre un peu plus de vitesse dans mes courses. Et surtout, à côté de ça, je suis le fameux protocole de la clinique du coureur.
Vous pouvez le trouver sur internet, il suffit de taper clinique du coureur protocole. Alors je crois qu'il faut s'inscrire, mais c'est gratuit pour télécharger le PDF. Et pareil, validé par mon kiné parce que c'est un protocole vraiment emblématique. Il est simple et efficace. En gros, il est basé sur plusieurs semaines. On court à peu près 5 fois par semaine. Et le but, c'est chaque séance qu'on fait, si on n'a pas une grosse douleur ou si la douleur, alors il faut la quantifier, c'est toujours un petit peu compliqué de quantifier la douleur, mais en gros, si pendant la course on n'a pas eu plus que 3 sur 10 et si le lendemain on n'a pas eu plus que 3 sur 10 en termes de douleur, cet entraînement est validé et on passe à l'entraînement d'après. Si par contre la douleur a été plus importante, soit on le refait, soit on passe à l'entraînement d'avant. Voilà, et on jauge comme ça. Si on se sent très très bien, on peut sauter des entraînements. Ça, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je pense qu'il faut quand même vraiment suivre le protocole le plus proche possible pour y aller progressivement. Les premières courses, c'est très simple, c'est 1 minute de course, 1 minute de marche. On fait ça 3 fois, le lendemain, on fait ça 4 fois, on fait ça 5 fois, etc. Et en fait, il faut imaginer ça comme des blocs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son bloc de plusieurs séances à 1 minute de course, 1 minute de marche, on passe à des blocs de 2 minutes de course, 1 minute de marche. On fait ça plusieurs fois, donc x2, x3, etc. Généralement, une fois qu'on arrive à une demi-heure de course, on passe à un nouveau bloc. Une demi-heure de course en cumulé. Et du coup, là, je m'approche petit à petit de la fin du protocole. Et aujourd'hui, j'ai fait 9 minutes de course, 1 minute de marche, une fois. Donc, ce qui fait 10 minutes de course. Demain, je ferai ça 2 fois. Ça fera 20 minutes. Et ma 3e séance, ça sera 9 minutes de course, 1 minute de marche x 3, ce qui fait, comme tu as fait des maths, ma petite Jocelyne, 30 minutes. Et ensuite, la prochaine séance, ça sera un nouveau bloc, et je crois que ça sera 14 minutes de course, 1 minute de marche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se jauge. Et je dois dire que ça marche. Alors, attention, parce que je me connais, parfois, quand je faisais notamment des blocs avec beaucoup de séries, notamment les 2 minutes, 1 minute, ou les 3 minutes, 1 minute, les blocs du milieu, je me disais, je me sens bien, on va envoyer un peu plus vite. Normalement, on doit faire ça en allure fondamentale, voire lente. Le but, c'est juste de courir. Et ouais, ça m'est arrivé de commencer à aller vers l'allure marathon, même un peu plus vite. Et là, actuellement, mon allure marathon, c'est beaucoup trop vite pour moi. Enfin, mon allure marathon de l'époque. 4,45, même 4,30, ce que j'aimerais faire sur marathon, c'est trop rapide. Donc, même 5 au kilo, pour moi, c'est trop rapide et j'ai le cardio qui ne suit pas de toute façon. Donc, je suis à 6 au kilo. Pour moi, c'est parfait. Et ça passe. Et vraiment, le plus dur là-dedans, et c'est vraiment pour ça que j'en parle, le plus dur là-dedans, c'est quand c'est facile. C'est-à-dire que tu fais ta séance, tout va bien, tu n'as aucune douleur, tu te dis, ok, demain, je vais faire 5 séances plus loin dans le planning. Ou alors, demain, je vais mettre un peu de fractionné avec de la vitesse. C'est là qu'il faut être fort, c'est là qu'il faut se dire non, ce que j'ai fait, c'est une validation pour mon corps. Ça veut en rien dire que je suis guéri totalement, c'est juste que j'ai plus de douleur dans ce contexte. Donc il faut vraiment continuer vraiment ce protocole et accepter que même si ça va bien, il faut y aller petit à petit. C'est ça qui m'a manqué, ce côté très sérieux qui m'a manqué sur les premiers mois et ça m'a au final fait beaucoup ralentir. Donc là, j'en suis là, j'ai calculé, donc on est le 21 juin, normalement à la fin du mois, j'aurai terminé le protocole et je pourrais, alors je ne sais pas si je pourrais incorporer de la vitesse, mais je pourrais au moins incorporer des sorties un peu plus longues d'1 heure, avec peut-être des petites pauses, mais voilà, je pense que je vais commencer par borner très doucement et je mettrai des petites intensités très courtes. Mon kiné m'a dit de toute façon, le feu vert pour la course rapide, c'est quand la pliométrie, c'est-à-dire les exercices de saut, seront sans douleur ou alors avec une tension vraiment très, très faible. Voilà, donc voilà à peu près où j'en suis et si ça peut servir d'exemple, retenez déjà de une que c'est pas en croyant aller vite qu'on va vite, c'est-à-dire c'est pas en essayant de guérir plus vite qu'on va guérir plus vite. Parfois il faut mieux prendre son temps parce qu'au final la guérison sera paradoxalement plus rapide parce que moi j'ai voulu faire griller les étapes et au final je suis retombé en arrière, donc c'était pas le but recherché. Et
deuxième chose à savoir, c'est que quand ça va bien, il faut continuer à être régulier et je trouve pas mes mots, et enfin strict, quoi. Il faut faire attention. Si vous êtes blessé, surtout dites-vous aussi que le cardio, ça fait peur au début parce qu'on se dit qu'il est pas là, qu'il va pas revenir. Je sais, là, même si j'essaie de me convaincre en moi-même, hein, je sais que ça va revenir, j'ai déjà été blessé. Les premières séances, c'est terrible, on a le cardio qui monte très haut. En 2 semaines, 3 semaines, ça revient. Je vous encourage à écouter des podcasts avec des coureurs pros qui ont eu des blessures. Dès qu'ils sont guéris, les mecs ils retrouvent très rapidement leur boulot, leur cardio et leurs sensations. Donc voilà, et puis on peut bien sûr compléter, si on veut vraiment bosser son cardio, on peut compléter avec de la piscine, du vélo. Alors le vélo en soi, ça remplace pas la course, mais ça peut être un très bon parallèle pour continuer à entraîner le cœur. Donc moi j'essaie de faire pas mal de vélo, un peu des sorties un peu longues parfois en vélo, ou au contraire des petites intensités, parce que là on peut y aller. Alors attention avec le vélo par contre, parfois quand j'appuie un peu trop, quand je mets un peu trop d'intensité, ça peut un peu réveiller quand même le tendon, parce que vu que ça tire un peu sur le mollet il est attaché au tendon d'Achille, hein, donc si on tire trop sur le mollet, ça peut faire mal. Voilà mes conseils, les amis. Si vous êtes blessé, surtout gardez le moral, dites-vous que ça va revenir, et prenez votre temps, et surtout prenez soin de vous, parce que personne est le champion du monde. Globalement, les gens sont contents que vous couriez, mais ils s'en fichent un peu de vos résultats. Par contre, si vous avez des amis, ils seront plus tristes que vous soyez blessé que vous ne réussissiez pas vos chronos. En fait, c'est ça la réalité. C'est qu'il vaut mieux ne pas être blessé et mettre un peu de côté ses performances, plutôt que d'essayer absolument de faire des temps qui au final sont pas très intéressants. Moi je me mets la pression avec mes chronos, mais en fait ça n'intéresse que moi, il faut bien se le dire. Donc courir avant tout c'est pour soi-même, c'est pour le plaisir. Donc prenez soin de vous. Moi je prends soin de moi depuis quelques mois et ça fait un bien fou. Oh, Running Flow, le podcast. Et on arrive sur notre dernière partie, l'anecdote. Et l'anecdote, et non des moindres, c'est celle du marathon pour tous. Alors le marathon pour tous, c'était le fameux marathon de Paris qui avait lieu pendant les JO et qui reprenait exactement le tracé des athlètes qui avaient fait ce marathon le matin même. Donc nous étions en août 2024 et écoute, j'avais réussi à avoir ma place pour ce marathon. J'avais fait c'est un ami, c'est Rodolphe, mon cher Rodolphe, qui avait réussi à nous faire un concours, je crois, en ligne. Il fallait faire un certain nombre de kilomètres. Et ensuite, on avait participé à une course relais à la Bastille avec des athlètes handicapés. Et nous, on avait couru avec Thomas Mathieu, qui est un athlète handisport qui fait du badminton et qui est vraiment une crème. Et on a fait le relais avec lui, c'était génial. Et du coup, on a eu notre précieux sésame à la fin de ce relais, puisqu'on a eu notre place pour le marathon des JO. Et à l'époque, alors moi je suis pas très fan des JO. En fait, j'aime beaucoup l'athlé, j'aime beaucoup les exploits sportifs, mais l'ambiance et tous les lobbies derrière ça, je suis pas fan. Donc j'étais pas forcément pour les Jeux Olympiques à Paris, parce que pour différentes raisons, je vais pas polémiquer là-dessus, mais bref. Et je m'étais dit, de toute façon, Paris, moi j'y serai pas pendant les Jeux Olympiques, donc tant pis, j'ai ma place pour le marathon, mais j'irai pas. Sauf que, tu connais la bestiole, les mois passent, et plus les mois passent, plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que c'est quand même très rare d'avoir son billet pour le marathon pour tous, que j'ai une chance folle, et que c'est une expérience qui ne se reproduira pas de sitôt. Moi, je sais que pendant le marathon, je suis en vacances. Je suis en vacances en Loire-Atlantique. Et je me dis, j'ai pas payé mon dossard pour ce marathon. Je peux me payer un billet de train aller-retour. J'étais à Nantes à ce moment-là. Je fais l'aller-retour le week-end et je reviens. Allez, faisons-le. Et puis, quitte à le faire, faisons-le déguisé. Et donc du coup, j'ai pris le plus beau masque de mon fils, une de ses capes, j'ai mis un slip rouge par-dessus mon short, et j'avais mon t-shirt Super Papa, et voilà, Super Papa Runner est parti à l'assaut du marathon pour tous. Et ce marathon, ça a été à la fois celui peut-être avec le plus d'émotions positives
et aussi le pire de toute ma vie. Pourquoi ? Alors, parce que c'était au mois d'août. Alors pourquoi c'était positif ? Parce que l'ambiance était dingue. Je suis arrivé le matin et le samedi matin et j'ai vu les coureurs du marathon athlétique arriver et ça m'a fait un peu changer d'avis sur l'organisation du marathon parce que déjà c'était super bien organisé. Il y avait une ambiance incroyable, les supporters de plein de pays différents qui communiaient ensemble. Donc j'ai beaucoup aimé cette espèce de brassage des cosmopolites et tout, c'était vraiment cool. Et voilà, c'était vraiment super sympa. Sur le marathon, le parcours était génial. Et le départ, il y avait une ambiance de dingue. En fait, il y avait une ambiance de dingue pendant tout le parcours. Et ça a été aussi mon problème. C'est-à-dire que c'était peut-être mon 10e marathon, le marathon pour tous. Donc je commençais à avoir une certaine expérience. J'avais fait une prépa qui n'était pas la prépa la plus dingue du monde. Je m'étais dit, je me prépare pour le faire. Sauf que il ne faut jamais prendre de haut un marathon. Un marathon, c'est quand même 42 km 195 et il ne faut pas rigoler avec ça. Et moi, j'ai un peu trop rigolé avec ça. Déjà parce que j'avais un costume que je ne m'étais pas entraîné avec et que du coup, quand tu te retrouves avec un masque sur le visage, tu cuis, surtout au mois d'août. Quand tu te retrouves avec une cape pour enfants autour du cou et qu'elle commence à être mouillée de sueur et d'eau que tu mets dessus, eh ben, elle est très lourde et elle t'étrangle. Et du coup, je me suis retrouvé avec cette cape que j'ai dû enlever, que j'ai dû mettre sur le côté de ma ceinture avec mon porte-gourde. Donc c'était lourd. Mon masque, j'ai dû le mettre sur la tête, mais il était lourd, enfin tout était lourd. C'était rapidement devenu un enfer. Et puis les 10 premiers kilomètres, il y avait une ambiance de folie dans Paris. Les 10 premiers kilomètres sont dans Paris. Donc je faisais des diagonales à gauche, à droite pour taper dans les mains des gens, sauf que j'allais beaucoup trop vite et que je faisais n'importe quoi. Je sautais, je hurlais. Arrivé au 10e kilomètre, j'ai eu le mur du marathon au 10e kilomètre, mon gars. Je me suis dit, oh, alors c'est pas le pire mur de ma vie, mais au 10e kilomètre, je me suis dit, je suis pas en condition physique, je me suis déjà grillé, ce costume, il est en train de me tuer, on est très mal. Donc, heureusement, je commençais à avoir un peu d'expérience, donc j'ai levé le pied. J'ai commencé à ralentir largement l'allure. Tiens, je vais regarder sur Strava si je l'ai encore, celui-là. Marathon pour tous. J'aimerais bien voir si j'ai le déroulé de la course. Mais marathon, bref. Ça n'a pas été facile. Et voilà, je l'ai devant les yeux. Et surtout, il y a eu cette fameuse montée de la Côte des Gardes, alors qui était magnifique, illuminée et tout. Là, j'ai pas cherché à réfléchir, j'ai marché. Je savais que je venais pas pour un temps. J'ai fait 4h03. Alors, en vrai, quand on compare avec mon premier marathon où j'ai fait 4h30 et mes 2 autres marathons ensuite où j'ai fait 4h et en dessous de 4h, c'est pas mal. Mais vu mon niveau de l'époque, c'était pas top. Mais on était là pour l'ambiance. Donc ouais, quand je regarde, oh là 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 là. Les premiers segments, je suis à 2e kilomètre, je suis à 4,38. Je suis beaucoup trop rapide. Jusqu'au 10e, je suis à 4,46. Après, au 11e, 5,16. Là, ça commence à ralentir. Et ensuite, ouais, c'est une catastrophe. 21e kilomètre, 7 au kilo. Et après, je garde un 5,20, 5,30. J'explose à nouveau au 30e kilomètre. Ouais, au 30e kilomètre, c'est peut-être la Côte des Gardes parce que je suis à 8 au kilo. C'est là que j'ai dû marcher. Et je finis les derniers kilomètres. À partir du 34e kilomètre, je suis à 6 au kilo. Donc je suis en fondamental, je ne me suis pas pris la tête. On était en mode tranquillou. Surtout qu'il y avait un vrai souci. Il y a eu un débat sur l'eau qu'on donnait. L'eau, elle avait un goût. Et j'ai vu trop de gens vomir pour que ça soit uniquement la chaleur. Il y avait des toilettes sèches à chaque ravitaillement. Il y avait des ravitaillements tous les 5 km, ce qui était vraiment très bien. Mais à partir du 15e kilomètre, les toilettes sèches, c'était l'enfer sur terre. C'est-à-dire qu'il y avait de la merde partout, il y avait du vomi, il y avait des gens qui se sentaient pas bien. Moi-même, qui suis jamais malade sur un marathon, j'ai commencé à avoir des belles nausées à un moment donné. Donc j'essayais de pas trop boire, mais pas trop boire quand c'était pas la canicule, mais il faisait quand même très chaud. C'était compliqué. Et à l'arrivée, je me suis senti mal. Et je vous raconte pas, juste à l'arrivée, il y a un mec qui a vomi. Enfin, c'était pas le meilleur plan, ça. Franchement, l'eau, c'était pas top. Mais l'ambiance était dingue. Et sur les derniers kilomètres, j'ai le souvenir du public
qui tapaient sur les panneaux là, qui sont sur le bord de course. Et ça, honnêtement, sur les derniers kilomètres, il y avait un bruit tellement fou. J'étais tellement dans la souffrance que j'avais l'impression d'être en enfer, avec des gens qui me hurlaient dessus, qui me donnaient du courage et en même temps qui me forçaient à terminer. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était m'arrêter. Et là, c'était toute la joie et toute la folie du début sont inversées et la fin, elle a été horrible. Ce marathon, je m'en souviendrai toute ma vie déjà parce que l'ambiance était incroyable et que le contexte était incroyable. Mais surtout, j'ai eu toutes les émotions. Une grande joie au début, un grand kiff et un enfer. Bon, alors, c'était pas l'enfer, mais c'était vraiment très très dur à la fin. Vraiment été au bout de mes forces. Et vraiment cette envie de terminer parce que je voulais que tout s'arrête, c'était plus possible. Et l'arrivée par contre près de la Tour Eiffel, c'était génial. Et mention spéciale pour la médaille qui est vraiment super belle. Celle-là, je l'ai mis sur mon mur, je l'ai mis dans mon petit support en bois. Elle fait partie des 3 médailles que j'ai mis actuellement sur mes murs parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Donc voilà mon anecdote. C'était le marathon pour tous de 2024 qui était vraiment un moment incroyable. Oh, Running Flow, le podcast. Voilà les amis, c'était le 2e épisode de Running Flow, le podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que moi j'en ai eu à faire ce podcast. On se retrouve, alors peut-être pas dans une semaine, je connais pas encore le rythme que je vais donner à ce podcast. Je le ferai quand j'en aurai l'envie et quand j'aurai le temps. Pour l'instant, je trouve ça assez fluide, donc on continue sur cette lancée. Mais pour l'heure, je vais vous quitter parce qu'il fait chaud chez moi et qu'un MacBook, ça chauffe aussi, surtout quand il est vieux. Le mien, le pauvre, il date de 2011 et il commence un petit peu à tousser là. Mais tiens, franchement, sans faire de la pub pour Apple, c'est quand même de la bonne marque. Voilou. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On dirait Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est comme ça qu'il termine. Si vous ne connaissez pas Hugo Décrypte, je vous encourage à regarder ça sur YouTube. C'est très intéressant pour tout ce qui est actualité. Bref, je divague. Prenez soin de vous les amis, courez bien, reposez-vous si vous êtes en repos ou si vous êtes blessé. Hydratez-vous bien, surtout en ce moment avec cette canicule, et on se donne rendez-vous pour un 3e épisode. Ciao, ciao. Running Flow. Oh, Running Flow, le podcast.